Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter les règles de Cataclysme, mon projet de jeu de société. Au même titre que Magic, Yu-Gi-Oh ou Pokémon, c'est un JCC, c'est-à-dire un jeu de cartes à collectionner, qui comporte aujourd'hui 260 premières cartes, bien que j'en prévoie beaucoup d'autres. Il y a quelques semaines, j'ai imprimé un prototype exploitant pas moins d'une centaine de ces cartes pour faire quelques parties, et ainsi faire découvrir le jeu à mes potes, mais surtout vérifier s'il était jouable. Et il s'est avéré que Cataclysme était effectivement fonctionnel, mais sans surprise, certains aspects peuvent, voire doivent être modifiés pour maximiser son potentiel. C'est pourquoi cette vidéo présente les règles telles qu'elles existent actuellement, alors que je bosse en parallèle sur la modification des aspects qui doivent justement évoluer. D'ailleurs, quelques semaines après la sortie de cette vidéo sortira une autre vidéo, la captation d'une partie test du prototype. En attendant, j'espère que les règles de Cataclysme sauront titiller votre curiosité, et sur ce, bonne vidéo! Cataclysme est un jeu de cartes qui voit s'affronter deux joueurs munis chacun d'un deck de 50 cartes, et tous deux représentés par un héros qui peut être soit un gardien, soit un voyageur. Ces deux héros n'impliquent pas exactement les mêmes contraintes de jeu, mais ils se rejoignent néanmoins sur un point. Ils doivent survivre et faire baisser les points de vie du héros adverse à 0 pour gagner la partie. Et pour ça, les héros ne sont pas tout seuls puisqu'ils sont aidés par de nombreuses cartes appartenant à différents types qui constituent justement le deck de leur contrôleur. Le monde par exemple est une carte qui influence grandement les parties, si bien qu'elle donne même son nom à la zone de jeu principale. Comme vous pourrez le constater, il existe 4 couleurs de cartes, verte, jaune, orange et rouge, ainsi que des cartes grises, dites incolores. Au contraire d'autres jeux de cartes, les joueurs n'ont pas une pioche, mais 5 pioches. 4 pioches pour chacune de ces couleurs de cartes, et une 5e pioche où se trouvent spécifiquement les mondes. Le monde en jeu, parce que oui, il ne peut y avoir qu'un seul monde en jeu à la fois, défini par sa couleur dans laquelle de leur pioche de couleur les joueurs vont piocher. Tant qu'un monde est en jeu, les joueurs devront donc piocher dans leur pioche de la couleur de ce monde, et tant pis pour eux si elle est vide. Contrôler le monde est donc très important puisque c'est un moyen de s'avantager ou d'entraver son adversaire, et les mondes, au même titre que toutes les autres cartes, possèdent des effets décrits dans leur boîte de texte, effets nommés pouvoirs. Les mondes ont des pouvoirs généralement très puissants qui impactent toutes les cartes qui se trouvent dans le monde. Le monde justement, parlons-en plus en détail. Réparti entre votre camp allié et le camp ennemi, séparé par une ligne de front, le monde est pensé comme une grille géométrique dont chaque camp est constitué de 3 colonnes de 3 lignes, avec le héros d'un joueur à la base de son camp, et donc à l'opposé du héros adverse. Les héros sont inamovibles, ils restent cachés derrière leurs troupes, mais les créatures, elles, en revanche, sont toutes indiquées pour partir au charbon et faire le sale boulot à la place de leur héros. Une créature peut être jouée n'importe où dans le camp de son contrôleur, et uniquement dans son camp, sur une case bien évidemment libre. Tout comme le héros, la créature possède des points de vie qui diminuent avec les dommages subis, des points d'attaque qui indiquent le nombre de dommages qu'elles infligent dans leur élément durant un affrontement, et des points de portée qui précisent à quelle distance elles peuvent atteindre une cible dans le monde. Mais les créatures, au contraire des héros, ont un truc en plus, les points de mouvement, qui leur permettent de se déplacer d'autant de cases en une action que la valeur indiquée. Notons que pour la portée comme pour les déplacements, tout ne s'effectue qu'en colonne. On ne peut cibler qu'une carte sur sa colonne, et on ne peut se déplacer que sur sa colonne. L'objectif d'un joueur, c'est donc de jouer des créatures dans son camp et de les déplacer dans le camp adverse jusqu'à avoir une portée suffisante pour ou attaquer les créatures adverses et stopper leur progression, ou directement attaquer le héros adverse si c'est possible. Mais fort heureusement, les créatures ne sont pas livrées à elles-mêmes et peuvent être équipées d'artefacts, des équipements et autres bricoles qui viennent altérer ou remplacer leurs caractéristiques, en plus de leur donner des pouvoirs supplémentaires. Un artefact ne peut être équipé qu'à une créature qui se trouve dans le camp de son contrôleur, et donc potentiellement à une créature ennemie, auquel cas votre adversaire deviendra le contrôleur de l'artefact joué une fois équipé, ce qui peut être parfois une stratégie risquée, mais valable. Une créature ne peut être équipée que d'un artefact à la fois, qui se déplace évidemment avec son porteur, et si une créature est détruite, c'est-à-dire envoyée dans la défausse de son contrôleur, l'artefact qu'elle porte l'est aussi, impliquant d'utiliser les artefacts avec parcimonie, sous peine de vite se retrouver avec une main vide et de se faire voler dans les plumes. D'ailleurs, qu'elles soient à plumes, à poil ou à écailles, les bêtes sont dans l'incapacité de porter des artefacts. Toutes les créatures possèdent une ou plusieurs familles, à l'origine de différentes synergies en jeu, et donc chaque créature qui appartient à la famille bête ne peut pas être équipée d'artefacts. En revanche, les némélites, des cristaux d'énergie, suivent les mêmes règles que les artefacts, mais peuvent néanmoins être équipés aux bêtes. En tout cas, qu'on joue une créature, un artefact, un monde ou tout autre type de carte, il existe une constante, celle du coût à payer. Chaque carte possède un élément parmi une liste de 6 éléments, eau, feu, terre, air, neutre et fluide, et un coût à payer dans cet élément. Au début de la partie, les deux joueurs possèdent chacun 3 ressources dans chaque élément, et ils en produisent une gratuitement sous certaines conditions une fois par tour, et peuvent en produire d'autres par d'autres moyens. Évidemment, toutes les cartes n'ont pas le même coût, certaines pouvant s'avérer plutôt chères à jouer. Il est donc indispensable de produire des ressources en cours de partie, et de ne pas se reposer sur ses ressources de base et ses ressources gratuites. Par ailleurs, l'élément d'une carte, si c'est une créature ou un héros, définit également la nature élémentaire des dommages qu'infligera cette carte au cours d'un affrontement.
Il y a également quelques subtilités à connaître concernant les éléments, et notamment le fait que les mondes soient toujours payés en ressources fluides quel que soit leur élément, et qu'il n'existe pas de ressources neutres. Par conséquent, pour jouer une carte neutre, ou payer n'importe quel coût impliquant des ressources neutres, un joueur doit payer dans un autre élément qu'il choisit et annonce au moment du paiement de ce coût. Pour en revenir au type de carte, pour influer sur la partie, un joueur peut également utiliser des actions qui impactent certes le monde, mais n'y sont pas jouées directement. Effectivement, les actions sont jouées dans la file, une zone de jeu perpendiculaire au monde qui contient 5 emplacements, pour 5 actions pouvant s'y trouver simultanément au maximum. Le fonctionnement de la file est assez technique, mais pour ce qui nous intéresse ici, on va simplement se cantonner aux informations primordiales, c'est-à-dire le processus de jeu d'une action, découpé en plusieurs étapes. D'abord, une action est jouée en payant son coût. Ensuite, si aucune autre action n'est jouée, on dit qu'elle est activée. Et si une ou plusieurs autres actions sont jouées à la suite, on dit que ces actions réagissent à l'action jouée juste avant, et dans ce cas, les actions sont activées dans l'ordre inverse de leur arrivée dans la file, les plus récentes s'activant avant les plus anciennes. Quand une action s'active, il y a deux possibilités. Soit cette action ne possède pas de famille, soit elle en possède une. Dans le premier cas, rien à signaler, et c'est en s'activant que les pouvoirs décrits dans la boîte de texte de l'action sont appliqués. Dans le second cas, en revanche, avant d'activer les pouvoirs de son action, son contrôleur doit incliner une créature ou un héros sous son contrôle qui possède cette famille. L'action, une fois tous ses effets appliqués, est dite résolue, et à ce moment-là, elle quitte la file et est donc défaussée. Activer une action peut donc impliquer d'incliner une créature ou un héros à droite. On peut en quelque sorte considérer ça comme un coût supplémentaire, et ce n'est pas le seul cas de figure où il faut incliner une carte. En effet, et comme vous avez pu le remarquer, certains pouvoirs de héros, de créatures ou d'artefacts notamment, sont précédés d'un ou plusieurs coûts, séparés par des virgules. Ces pouvoirs sont appelés pouvoirs à paiement, et les coûts à payer pour les activer peuvent être variés, passant donc de l'inclinaison de la source du pouvoir en question à droite, à un paiement en ressources, ou au sacrifice d'une ou plusieurs cartes. Évidemment, le paiement de ces coûts n'est pas facultatif et partiel, mais obligatoire et total. On paye tous ces coûts simultanément pour jouer un pouvoir à paiement, et on ne peut pas jouer un pouvoir à paiement si on ne peut pas payer l'un de ces coûts. Impossible donc d'utiliser un pouvoir qui nécessite d'incliner une carte, si elle l'est déjà. Maintenant qu'on a fait un bon tour du propriétaire, on va pouvoir parler des différentes phases de jeu, et donc du déroulement d'un tour. Pour plus de fluidité, je vais prendre un tour en cours de route, et je reviendrai sur les quelques phases que j'ai passées sous silence, après vous avoir expliqué ces phases de jeu qui me semblent plus simples à appréhender en premier. Pendant un tour, un joueur est toujours attaquant et l'autre joueur est toujours bloqueur. Ces statuts sont intervertis au début de chaque tour, et influent notamment sur l'ordre dans lequel sont jouées certaines phases de jeu. Au début d'une partie, chaque joueur se munit donc d'un deck de 50 cartes, en plus de son héros et des cartes spécifiques à chaque héros, sur lesquelles je reviendrai plus tard. Un joueur répartit son deck entre ses 4 pioches de couleurs et sa pioche de monde, sachant qu'il doit avoir au moins une carte dans chaque pioche au début de la partie, mais que c'est la seule contrainte de constitution des pioches. Un joueur peut très bien décider de bâtir un deck sur 46 cartes dans une même pioche, ne constituant donc chacune de ses autres pioches que d'une seule carte. Les joueurs jouent à un jeu de hasard pour définir quel joueur va commencer la partie en tant qu'attaquant, et le gagnant de ce jeu, désigné attaquant, pioche et met en jeu gratuitement le premier monde de sa pioche de monde. Ensuite, chaque joueur produit 3 ressources de chaque élément, et pioche jusqu'à 5 cartes dans la pioche de couleur de son choix pour constituer sa main de départ. A partir de là, la partie est lancée pour de bon, et la phase principale du premier tour commence. D'abord, la phase principale, qui est comme son nom l'indique, la phase la plus dense d'un tour, qui influence le plus le reste d'un tour. L'attaquant joue sa phase principale en premier, durant laquelle il peut, autant de fois qu'il veut et dans l'ordre qu'il veut, jouer des créatures, des artefacts ou des némélites dans le monde, jouer des actions dans la file, jouer les pouvoirs à paiement des cartes qu'il contrôle dans le monde ou de la carte monde en jeu s'il en est le contrôleur, et déplacer une ou plusieurs créatures. Pour ce qui est du déplacement, il coûte toujours une ressource de l'élément de la créature qu'un joueur veut déplacer, ou une ressource d'un élément choisi et annoncé si c'est une créature d'élément neutre, et son contrôleur peut, durant cette action de déplacement, l'avancer ou la reculer d'autant de cases que les PM de cette créature le permettent. Rien n'empêche évidemment un joueur de déplacer une créature plusieurs fois durant sa phase principale, mais forcément ça peut vite devenir très coûteux de beaucoup déplacer une créature qui a très peu de PM. Autre subtilité à préciser, une créature ne peut pas se déplacer ni être déclarée attaquante à son tour d'apparition. Une fois la phase principale du joueur attaquant terminée, le joueur bloqueur joue sa propre phase principale avec exactement les mêmes possibilités, puis une autre phase se lance, la phase de déclaration, une nouvelle fois jouée en priorité par l'attaquant. Grosso modo, les phases de déclaration préparent les futurs affrontements du tour. L'attaquant déclare en premier, sur chaque colonne, quelle créature ou héros il veut désigner comme attaquant, sachant qu'il ne peut désigner un attaquant que s'il a au moins une cible, donc un héros ou une créature adverse, à portée. Autre contrainte, dite de la ligne de vue, une créature ou un héros ne peut pas être déclaré attaquant si une créature est redressée entre cet attaquant potentiel et là où les cibles à sa portée, faisant office d'obstacle gênant la vision de l'attaquant.
Évidemment, le joueur attaquant n'est pas obligé de déclarer un attaquant sur chaque colonne, voire pas obligé de déclarer d'attaquant du tout, et il peut également décider, durant sa phase de déclaration, d'incliner des créatures ou des héros non neutres à gauche pour produire une ressource de leur élément au début du tour suivant. Vous l'aurez compris, c'est à ce seul moment qu'un joueur peut décider d'incliner un héros ou une créature à gauche, avec les conséquences que ça implique. Ensuite, le joueur bloqueur joue sa propre phase de déclaration, forcément contraint par les choix de l'attaquant, puisque si ce dernier a déclaré des attaquants, le joueur bloqueur doit forcément déclarer des bloqueurs. Néanmoins, si un attaquant a suffisamment de portée pour cibler potentiellement plusieurs créatures, ou une créature est le héros du joueur bloqueur par exemple, le bloqueur peut décider quelle carte va bloquer, ce qui peut offrir un avantage au bloqueur dans sa stratégie de défense. Autre subtilité, une créature ou un héros peut être déclaré bloqueur même s'il n'a pas la portée suffisante pour cibler l'attaquant qu'il bloque. Comme dans la réalité, si un affrontement implique un arbalétrier à distance contre un chevalier armé d'une épée, impossible pour le chevalier de répliquer sans la portée nécessaire. Une fois ces bloqueurs déclarés, le joueur bloqueur peut à son tour incliner des créatures ou son héros pour produire des ressources durant le tour suivant, et sa phase de déclaration se finit, laissant place à la phase finale du tour. Durant la phase d'affrontement, tous les affrontements induits par la déclaration des attaquants et des bloqueurs sont résolus les uns après les autres, de la colonne gauche à la colonne droite, toujours dans le sens de lecture de l'attaquant. Dans un affrontement, les deux parties impliquées dans l'affrontement, qu'il s'agisse de deux créatures, de deux héros ou d'un héros et d'une créature, s'infligent simultanément leur PA en dommage de leur élément. C'est tout du moins le cas si le bloqueur de l'affrontement a la portée suffisante pour toucher son attaquant, auquel cas on dit que le bloqueur riposte dans l'affrontement. Dans le cas contraire, il ne riposte pas et il subit des dommages à sens unique. Une fois les dommages subis décomptés des points de vie des parties impliquées dans l'affrontement, on défausse les créatures détruites à l'issue de l'affrontement, après la potentielle activation de certains pouvoirs, comme les pouvoirs quand X subit des dommages, ou quand X est détruit. Une fois les points de vie des combattants décomptés et les potentielles conséquences, donc les potentiels pouvoirs découlant de l'affrontement résolus, on passe à l'affrontement de la colonne suivante, jusqu'à résoudre tous les affrontements et finalement arriver à la fin du tour. Le tour suivant commence sur la phase de téléportation, au début de laquelle les rôles sont intervertis, l'attaquant du tour précédent devenant bloqueur et le bloqueur du tour précédent devenant attaquant. Durant la phase de téléportation, l'attaquant, et uniquement l'attaquant, a l'opportunité de jouer un monde de sa main en payant, je le rappelle, son coût en ressources fluides. C'est normalement le seul moment d'un tour où on peut changer de monde, et ce moment n'est accessible que pour l'attaquant, c'est-à-dire un tour sur deux. Autrement dit, les opportunités de changer de monde sont rares, alors il ne faut pas hésiter à sauter dessus quand elles se présentent. La phase suivante est la phase de redressement, au début de laquelle chaque joueur produit une ressource gratuite dans chaque élément dans lequel il possède 4 ressources ou moins à cet instant précis. Par exemple, si j'ai 4 ressources feu, j'en gagne une 5ème, mais si j'en ai 5, je ne produis pas de ressources feu gratuites. Ensuite, toutes les cartes, qu'il s'agisse de héros, de créatures, d'artefacts ou même de némélites, sont redressées. L'attaquant redresse ses cartes en premier de gauche à droite, les cartes inclinées à droite étant redressées sans effet puisqu'elles ont été inclinées pour payer un coût, et les créatures et héros inclinés à gauche, et donc inclinés pour produire des ressources, produisent une ressource de leur élément au fur et à mesure qu'elles sont redressées. Donc vous l'aurez compris, avec le seuil de ressources gratuites très vite atteint, il est important de produire des ressources par l'inclinaison de ces cartes, sans quoi on se retrouve très vite dans l'impossibilité de jouer des cartes plus chères. Une fois toutes ces cartes redressées, l'attaquant laisse le bloqueur redresser à son tour ses cartes, de gauche à droite d'après son propre sens de lecture. La phase de pioche est la dernière phase qui constitue le début d'un tour. Durant cette phase, les deux joueurs piochent simultanément une carte de la couleur du monde en jeu dans leur pioche de cette couleur. Néanmoins, un joueur peut décider de piocher dans n'importe laquelle de ses autres pioches, dont sa pioche de monde, en payant 2 ressources fluides. Avec un monde jaune par exemple, un joueur peut payer ce coût pour piocher dans ses pioches vertes, orange, rouge ou sa pioche de monde à la place. Et c'est d'ailleurs le seul moyen, à l'exception de quelques rares pouvoirs de cartes, de piocher dans sa pioche de monde et donc d'avoir les moyens de jouer un monde durant une phase de téléportation. Une fois que les joueurs ont pioché, la phase de pioche se termine et la phase principale commence, ce qui nous ramène à ce que j'ai expliqué plus tôt dans cette vidéo, bouclant ainsi la boucle. Jusqu'ici, je ne me suis pas attardé sur les héros, mais vous vous doutez bien que s'il y a deux types de héros, les gardiens et les voyageurs, ce n'est pas par hasard. Ils se rejoignent néanmoins sur certains aspects. Par exemple, les héros n'ont pas de PM puisqu'ils sont placés en retrait du monde et privilégient le contrôle du monde par les créatures. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut placer son héros n'importe où sur le plateau, notamment par économie de place, puisque sa place théorique est immuable. Quoi qu'il en soit, les héros ont aussi la particularité de se trouver simultanément sur toutes les colonnes à la fois, ce qui veut dire d'une part qu'un héros peut attaquer sur n'importe laquelle de vos colonnes, mais d'autre part aussi qu'il peut être attaqué, et donc bloqué, sur toutes les colonnes en même temps. Donc si un héros est ciblé par plusieurs attaquants en même temps, il bloque tous ses assaillants, mais il ne peut riposter, s'il est à portée évidemment, que face à l'un des attaquants qu'il cible, choisi et nommé par son contrôleur. Et s'il est attaquant, le héros peut donc attaquer sur n'importe quelle colonne où il y a une cible à sa portée, et sur une seule colonne à la fois. Passons maintenant à leur spécificité. D'un côté, nous avons les voyageurs. Chaque voyageur est rattaché à 4 cartes talents qui lui sont propres.
Les talents fonctionnent comme des actions, jouées en haut de la file, et activées en priorité sur ces dernières. Les cartes talents sont incolores, et comme toutes les cartes incolores, notamment certaines cartes actions, elles n'ont pas de pioche de couleur attitrée, ce qui offre l'avantage à leurs contrôleurs, au début de la partie, de les mélanger dans la pioche de couleur de leur choix. Les héros voyageurs ont également une autre particularité, celle de pouvoir porter non pas un, mais 2 artefacts à la fois, si tant est qu'ils ne sont pas identiques. Les gardiens, eux, ne peuvent pas porter d'artefacts. Ils ont d'ailleurs généralement un peu moins de points de vie que les voyageurs, mais ils compensent par un avantage certain les 3 cartes fragments propres à chaque gardien. Ces fragments, possédant des pouvoirs susceptibles d'affecter la partie, sont joués devant le gardien dont ils dépendent dès le début de la partie et se trouvent sur la même ligne que ce dernier et donc à la même portée que le gardien. Ils possèdent des PE, ou points d'endurance, qui représentent le nombre de dommages que ces fragments peuvent subir avant d'être détruits, ne pouvant d'ailleurs riposter à aucune attaque en l'absence de PA. L'avantage des fragments, c'est qu'ils bloquent la ligne de vue permettant de toucher leur gardien, et tant qu'un fragment est sur une colonne, le gardien est intouchable en affrontement sur cette même colonne. Alors certes, c'est un gros avantage, mais les gardiens en subissent le contre-coup puisqu'ils perdent automatiquement la partie si tous leurs fragments sont détruits, permettant d'aborder une partie contre un gardien avec différentes stratégies. Voilà, j'ai maintenant fait le tour du jeu. Alors évidemment j'ai condensé, j'en ai éludé certains aspects, mais je pense que pour une première présentation, c'est un bon point de départ pour se faire une idée globale du jeu. Sur ce, on se retrouve d'ici 1 à 2 semaines pour la captation d'une partie test du prototype, et en attendant vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux pour en savoir plus sur l'avancement du jeu et de mes prochaines vidéos. Allez, à la prochaine!